Les 28 et 29 juin, l'université rurale montagnarde organisait la fête chaud et plâtre autour de la remise en fonctionnement d'un four à chaud au pont des Fayette à Valbonnet. Tu vois où ça mène l'université? Tu comprends pourquoi j'ai pas passé de diplôme? Le conduit est enduit d'argile pour assurer l'étanchéité et une meilleure installation thermique. Il faut 3 semaines à peu près. Une semaine de préparation remplissage, une semaine entre la chauffe et le refroidissement. Et après, il faut défourner, éteindre la chaux dans l'eau, etc. Alors pendant ce temps, ils préparaient le deuxième four. C'est pour ça que souvent ces fours sont deux par deux. Ce qui nous intéresse, c'est de remettre en valeur tous les savoir-faire régionaux qu'il peut y avoir dans une région de montagne. À partir de cette expérience, réfléchir aux techniques de demain. Comment habiter la montagne demain? Comment habiter, ne pas être seulement une banlieue résidentielle de la grosse agglomération qui est Grenoble, mais arriver à vivre de manière cohérente dans une vallée de montagne, arriver à développer une manière de construire, une manière d'habiter à partir d'une identité régionale, à partir de connaissances qui ont été élaborées pendant des dizaines de générations. La sensibilité des gens est réactivée par rapport à ces choses-là qu'ils avaient tendance à enfouir ou à mépriser parce que ça ne correspondait plus aux normes et aux critères qui sont définis par les grands médias ou par les modèles industriels. On s'aperçoit que ça intéresse beaucoup une structure comme la conservation du patrimoine de l'Isère, qui est demandeuse pour tout ce qui est entretien, rénovation du patrimoine du département, qui est demandeuse de techniques. Et d'autre part, c'est l'occasion de développer une formation par l'échange entre générations, de formation par l'échange entre professionnels et grand public, c'est-à-dire que c'est à la fois de la sensibilisation et une amorce de formation pour redévelopper tout un ensemble de connaissances qui avaient tendance à disparaître. Voilà. Par exemple, comme c'est là, on va mettre des combustibles dans les trous en fait. Ce qu'il y a, faut que les pierres en fait soient là avant le combustible, si tu veux. Donc on veut pas que le charbon cale les pierres. Tiens, il y a une grosse là. Tiens. Excusez. C'est vrai que les autres étaient peut-être plus faciles à appareiller. Ah non, mais c'est pour Nicolas. Allez, je mets encore une couche et du charbon. Je suis d'origine portugaise, donc c'est vrai que les fours à chaud, j'y suis né dedans. Donc mon grand-père amenait la pierre qui servait à la cuisson, donc à la fabrication de cette chaux. Il a amené aussi le bois pour la combustion. C'est une chose que je connais. Mais en France, c'est vrai qu'on a eu l'arrivée du ciment qui a fait un peu disparaître toutes ces choses-là. Il y avait nos industriels, il fallait qu'ils gagnent de l'argent. Puis on avait un matériau qui était moderne, donc c'est des effets de mode. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui se mobilisent et qui se motivent pour montrer qu'il n'est pas si difficile de ça, de faire cuire de la pierre. C'est des pierres qui sont tout à fait naturelles, qu'on trouve un peu de partout. Donc travailler avec des matériaux sains, c'est tout à fait possible. C'est même très valorisant pour un artisan. Par contre, il y a une chose, c'est qu'il faudrait qu'au niveau de notre enseignement, qu'on arrive à amener plus de jeunes dans nos métiers, ce qui à l'heure actuelle n'est pas le cas. Et plus il y en a, plus il y a de la masse, plus il y a de la réaction thermique, donc plus ça réagit rapidement en fait. Oui, tu la prends comme ça, une fois qu'elle est en poudre comme ça, tu peux la mettre en sac. Tu peux la mettre en sac. Ça fait fondre la machine. Non, ouais, c'est pas là. C'est la révolution. Plus ça réagit. Mieux ça. Elle commence à se... Il a fait l'ancien déjà. De formation, ouais, architecte et artisan maintenant. Et pourquoi tu as choisi d'être artisan? Pour pas faire architecte. Non, parce que c'est un métier qui me plaît. C'est intéressant, on est en contact avec les matériaux, disons qu'on a vraiment l'impression de faire quelque chose de ses mains, quoi. Pas comme derrière une planche à dessin, avec un crayon où on voit jamais les choses terminées. Là, on les pense, on les réalise et on les voit une fois que c'est comme ça, on peut pas mettre dans une bétonnière, c'est impossible. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura des boulettes comme ça. Pour mélanger correctement, on est obligé vraiment
d'écraser, comme tu disais tout à l'heure, même de piétiner pour incorporer la chaux. Mais là, on est intéressé par celle-là parce que la chaux cuite artisanalement à basse température est intéressante pour certains enduits comme le tas de lac. Actuellement, de la chaux artisanale comme ça, on peut en trouver sur le marché. Elle vient d'Afrique du Nord, elle est repartie en Allemagne, elle redescend en France, ou alors elle vient de Grèce. La chaux qui vient du Maghreb, elle est fabriquée avec des techniques très comparables à celle-ci, et elle est transportée en camion du Maghreb en Europe. Celle-ci aurait l'avantage d'être peu transportée. Ce serait la différence. Démonstration de techniques d'enduit à base de chaux ou plâtre, présentation de réalisations, explications ont permis de riches échanges entre maçons, architectes, chefs d'entreprise, organismes de formation et utilisateurs, anciens ou jeunes, animés par la même passion constructive. Alors les rendus différents, c'est soit des charges que j'ai rajouté, du colorant que j'ai rajouté à l'intérieur, sinon il y a du rendu naturel. Ça c'est naturel. Ça c'est naturel avec de la paille. On voit déjà qu'il y a des écarts de couleur suivant les gisements, on n'a pas la même couleur. Puis après on peut faire ce qu'on veut en coloration. Faire du vert comme ça, ou du gris. Avec le plâtre, on fait vraiment ce qu'on veut. Je trouve ça d'autant plus intéressant en fait qu'il s'agit de pierres locales que l'on a extrait dans le coin, que l'on brûle sur place. Ça colle avec l'habitat, enfin ce que devrait être l'habitat aujourd'hui, surtout dans des secteurs ruraux. Je travaille un petit peu dans la rénovation, alors plus particulièrement en fait dans la rénovation pisée, puisque je travaille dans la vallée du Rhône, donc qui est assez riche en fait dans ce domaine. C'est bien sympa que de travailler en fait sur des vieilles maisons, mais encore faut-il avoir les personnes qui soient qualifiées en fait pour bâtir comme on pouvait bâtir auparavant. Voilà. Didier Migaud, député de l'Isère, venait apporter son soutien à ces journées et était convié à l'allumage solennel de la fournée. C'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre de nos anciens, c'est des techniques qu'on avait un peu oubliées. Ça peut avoir un intérêt écologique, y compris si chacun, si tout le monde développe un peu plus cette technique, ça peut rabaisser les coûts. Parce que pour le moment, c'est vrai que c'est légèrement plus cher que les autres techniques, mais si c'est très utilisé, bien évidemment, ça pourra baisser les coûts. En tout cas, bravo, et puis j'espère que tout ce qui a été initié pourra se développer. Merci. La journée n'est pas terminée. Donc il faisait une cuisson, on a retrouvé des blocs de charbon. Restez pas dessus, hein. Tiens, regarde, au contraire, ils sont tous asphyxiés. Une table ronde, ouverte à tous, permit aux professionnels d'échanger leurs points de vue et de conforter leur analyse. Depuis environ 15 ans, nous travaillons avec Patrick Crébier, un formateur du Greta, au développement de ces activités liées à la réhabilitation du patrimoine. Les enduits à base de chaux aérienne, les fresques, les moulures, les graffitos, etc. etc. L'utilisation des pigments minéraux mariés à la chaux aérienne. Il existe véritablement un engouement par rapport à ces techniques-là. Souvent, quand on parle de réhabilitation du patrimoine, qu'on parle de badigeon, qu'on parle de patine, qu'on parle d'enduit plâtre ciré ou de ces types de techniques, eh bien on voit que les gens s'éveillent parce qu'ils ont envie de retrouver ce caractère ancien. Nous nous intéressons à deux grands problèmes, c'est la préservation du patrimoine, premier problème. Autre problème qui est souvent lié à cette préservation du patrimoine, c'est aussi la notion de qualité environnementale. Les anciens, quand ils construisaient, généralement, la
la bâtisse était saine, ça se passait assez bien. Le danger qui guette l'artisan, c'est qu'il ne devienne à un moment qu'applicateur de produits. Et l'artisan du bâtiment a tout intérêt à se réapproprier la science, la connaissance. Il utilisera naturellement des produits industriels, des produits prêts à l'emploi, mais au moins qu'il se réapproprie sa culture. Il va falloir effectivement que je vais le dire très brutalement, que je me débarrasse de 50 ans de culture mortier de ciment. Peut-être que la chaux, si les gens aujourd'hui ont cet engouement, là, comme disait tout à l'heure Thierry Casanova, c'est peut-être effectivement en fait, une recherche d'identité, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ce sont des produits qu'ils ont pu voir appliqués dans les maisons de leurs aïeux et qu'ils aspirent peut-être à retrouver. Aujourd'hui, on est dans une autre logique, on est dans la logique effectivement industrielle et où on impose finalement un mode de conception, où on impose des matériaux et je crois que l'ensemble des gens ne s'y retrouvent pas. Si on a choisi de devenir maçon après des études longues, on a passé un diplôme d'architecte, c'est parce que c'est un métier qui donne du plaisir, même si c'est très dur, même si on patauge dans la boue la moitié de l'hiver et qu'effectivement on travaille sous les intempéries, il n'y a pas d'intempéries pour nous, il n'y a pas d'arrêt pour intempéries, mais quand on en a bavé pendant quelques mois, ou des fois quelques semaines pour des chantiers plus courts, on a un résultat qui donne du plaisir. Et ça, le plaisir au travail, plus personne n'y croit. Voilà. J'aurais aimé amener un petit témoignage à ce propos-là au niveau du plaisir. Nous avons mis en œuvre au sein du Greta une formation orientée sur la réhabilitation patrimoine, bien entendu. J'ai vu travailler ces personnes qui étaient là, ils travaillaient 10-11 heures par jour et ils se sont fait un plaisir. Donc, pour dire aussi qu'au niveau de la formation continue, éducation nationale, on se met aussi en route pour montrer qu'il y a des gens qui aiment le bâtiment et qui sont prêts à s'investir et qui sont prêts à transmettre quelque chose. Ce qui est caractéristique de toutes ces toitures, c'est ce qu'on appelle le coyot. Le coyot, c'est le fait que le bas de la pente de la toiture change. Vous voyez, entre la pente la plus forte de la partie haute et la pente de la partie au-dessus du mur d'extérieur, la pente diminue un peu. Le dimanche, visite du village de Valbonnet avec un œil professionnel pour les uns ou fraîchement éduqué. Sur le mur de pignon de cette maison, il y a deux détails importants qu'on peut remarquer. D'une part, l'enduit à la chaux, qui est ce qu'on appelle un enduit à pierre vue. C'est-à-dire que l'enduit est juste au niveau des pierres. Deuxième détail très important, c'est tout en haut. Vous remarquerez que le dessous, il y a plein comme des grosses briques. Et en fait, ce sont pas des briques, ce sont des restes de dalles de plâtre rose de Valbonnet. Actuellement, on aimerait d'un seul coup Donc c'est une chaux du commerce, simplement qu'il y a des additifs pour la colorer. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un colorant naturel, mais disons que ça s'approche. Et pour l'instant, c'est peut-être un petit peu cru, mais c'est bon, ça se patine voilà. avec le vieillissement. Voilà. Ah ben il y a une... C'est dans le prière, c'est poussiéreux. Oui, c'est moulé, oui. On dirait que ça doit être moulé. Oui, je pense qu'il devait faire des... Ouais. Maintenant, je viens de se faire acheter par Centre-Ville, alors bon, aujourd'hui... C'est plus Balthazar. C'est toujours Balthazar. La chaux, de toute manière, la chaux, dans le temps, on l'a passé dans les écuries. Hein. De toute manière, c'était plus infecté déjà. Alors, le problème avec la chaux, déjà, de toute manière, vous avez plus de... beaucoup moins d'araignées, de mouches, de tout ce qui est insectes de toute manière, ce genre-là. Hein, et dans le bâtiment? Ben, dans le bâtiment, de toute manière, il faut prendre la chaux aérienne, hein, la chaux qui prend un calaire, disons. Qui
prend pas l'humidité justement. Durabilité, si c'est bien fait, et vous avez les Égyptiens de toute manière en ont bâti, vous voyez, vu que ça existe. Alors. C'est très éparpillé. Oui. Non, et puis je crois qu'on se balance quoi. Ouais, 15 jours d'avance. Et enfin, visite et hommage à la gîte. Au départ, c'est une roche sédimentaire. Donc, à cette époque, ça se formait au fond des lagunes, dans les zones lagunaires. Quand la mer était haute, elle envahissait la lagune. Quand elle se retirait, l'eau de la lagune s'évaporait et le dépôt se faisait au fond, et on le voit par les stries. En fait, c'est un sulfate de calcium, alors que la chaux, c'est un carbonate de calcium. Tiens, avant de partir, là, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as retenu des journées là? C'est bien, on porte beaucoup de choses. Mais t'as appris des choses ou quoi? Ah ouais, j'ai appris des choses, évidemment. Enfin, surtout la rencontre avec les gens, ça fait du bien de rencontrer les gens. Et sinon, au point de vue métier, tout ça Ah bah je suis là pour ça, hein. J'étais à la formation de Greta, j'étais pour apprendre et j'espère encore justement rencontrer des gens là pour encore... c'est lourd ça. Et ça capouille, les gars. Et on s'accroche.